tous, petite vidéo pour vous expliquer, ce que, sont les concours des écoles de commerce post-bac, à savoir les concours Accès et Sésame. Alors bien entendu, il en existe d'autres, mais aujourd'hui, en tout cas dans cette vidéo, je me concentre sur ces 2 concours-là qui regroupent un maximum d'écoles et qui sont ceux qui sont présentés par la majorité des candidats. Juste avant de, commencer cette vidéo, je me présente, je m'appelle Hélène Roger, je suis la directrice des cours du Parnasse et je suis moi-même diplômée d'une école de commerce, l'EM Lyon Business School, après une classe préparatoire. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler dans cette vidéo? Il est bien important de comprendre, surtout quand on est en terminale, ce que ça veut dire en fait de faire une école de commerce. Je sais que c'est un concept un petit peu flou pour la majorité d'entre vous, donc je vais un petit peu dégrossir le paysage des écoles de commerce parce qu'il en existe énormément en France. Il y a des avantages et des inconvénients et je vais vous les présenter. Ensuite, je rentrerai dans le détail des concours Accès et Sésame, donc à savoir quelles épreuves il va falloir passer si vous souhaitez présenter ces concours. Et enfin, terminer sur quelques conseils avant de se lancer dans cette préparation. Alors, pour les écoles de commerce, on est sur une formation globalement assez attractive et à juste titre. Tout simplement parce que il y a des obligations pédagogiques qui sont assez pertinentes. Des obligations pédagogiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des choses, des matières en général que vous êtes obligé de valider quand vous êtes en cursus d'école de commerce afin d'obtenir votre diplôme. Vous le savez, une fois que vous entrez dans le système de l'enseignement supérieur, vous devez valider chaque année ce qu'on appelle des crédits ECTS, ça s'appelle comme ça, pour obtenir une équivalence bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, etc., jusqu'à arriver jusqu'à votre diplôme. Pour valider ces crédits, il va falloir passer par un certain nombre d'obligations pédagogiques qui peuvent être purement et simplement académiques, hein, donc à travers les partiels sur les matières que vous allez étudier pendant votre scolarité en école de commerce. Ça peut être aussi des obligations professionnelles, des stages, des alternances, des stages à l'étranger, ça peut passer par plein de choses. Des obligations internationales, à savoir partir en échange. Encore une fois, ça peut se recouper avec les stages éventuellement à l'étranger et des obligations associatives. Ça, c'est pas dans toutes les écoles, mais parfois, ça peut vous permettre de valider des crédits que de faire partie d'une association de façon assez active. C'est une formation, en tout cas, qui est généraliste, du moins les premières années, et qui ouvre donc automatiquement de nombreuses portes. Sachez qu'en école de commerce, on n'étudie pas ni les mathématiques ni l'économie. Très souvent, en tête, on a les spécialités SES et mathématiques quand on fait une école de commerce, mais pas que. En fait, on peut très bien faire AGG, SP et HLP et décider de faire une école de commerce. Une école de commerce, c'est pas une école d'économie, c'est pas pour étudier l'économie de France, d'Europe ou du monde. L'objectif, c'est d'apprendre les métiers du management. D'ailleurs, ça s'appelle plus des écoles de commerce, ça s'appelle souvent des écoles de management, d'où l'acronyme EM que vous pouvez souvent retrouver. Alors, le management, qu'est-ce que c'est? Manager, ça veut dire gérer. Donc, on peut parler de la gestion d'un projet. Donc, ça veut dire savoir piloter un projet entre différentes fonctions d'une entreprise. Ça peut être gérer une équipe. Ça, c'est quand on commence à prendre du grade et qu'on prend une position de manager. Ou bien, ça peut être gérer une entreprise si vous en arrivez à la tête ou bien si vous la créez depuis de zéro. Donc, on apprend vraiment à devenir un manager de projet, d'équipe ou d'entreprise en fonction de ce que vous avez envie de faire. C'est une formation généraliste parce que vous allez étudier, en tout cas au début d'une école de commerce, les 2 ou 3 premières années, les fondamentaux du business. Donc, vous allez étudier la finance, le calcul des coûts, la comptabilité, le marketing digital, la communication, peut-être un petit peu de code, un petit peu de droit du travail, un petit peu de droit des affaires, un peu d'informatique. Vous allez vraiment étudier l'ensemble des composantes d'une entreprise et au fur et à mesure de votre scolarité et de vos stages, de vos rencontres, de votre maturité, vous allez vous spécialiser jusqu'à arriver à la fin de vos études dans une spécialisation que vous aurez choisie vous-même. Donc c'est en ça que c'est un cursus qui est assez bien fait. Alors, le problème, c'est qu'il y en a énormément et elles sont en général assez bonnes en communication et donc il y a un petit peu à boire et à manger dans les écoles de commerce. Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder pour savoir les écoles de commerce qui valent le coup?
Donc évidemment, il faut regarder le niveau de reconnaissance d'une école, non seulement à travers les classements que vous pouvez trouver sur Internet en tapant classement des écoles de commerce post-bac. Vous aurez déjà une assez bonne idée du paysage de ces écoles-là, en tout cas les 20 premières qui peuvent être intéressantes. Et il faut regarder aussi les reconnaissances qu'elles ont. Évidemment, il vaut mieux qu'elles soient reconnues par l'État. Ça, c'est un gage de qualité. Est-ce qu'elles font partie de la CGE, la conférence des grandes écoles? Est-ce qu'elles délivrent des diplômes, des certifications, des accréditations? Tout ça, ce sont des bons gages de qualité pour une école de commerce. Ensuite, vous allez aller regarder la durée de la scolarité, puisqu'il peut en exister 3. Donc, vous avez des écoles de commerce qui sont en 3 ans, qu'on appelle des programmes bachelor, des écoles de commerce qui sont en 4 ans, qu'on appelle des programmes BBA, donc Bachelor in Business Administration, et des programmes en 5 ans qui en général s'appellent programme grande école. Évidemment, un programme bachelor équivaut à un bac plus 3, un programme BBA à un bac plus 4, un programme PGE à un bac plus 5. Et puis après, il y a tout un tas de critères qu'il va falloir aller chercher à travers des journées portes ouvertes ou bien sur des salons qui peuvent vous donner envie ou pas d'intégrer une école. Quoi qu'il en soit, sachez que toutes les écoles de commerce ont l'obligation de vous délivrer des cours sur des fondamentaux et les spécialisations assez communes comme la finance, le contrôle de gestion, le marketing, la communication, l'entrepreneuriat. Tout ça, ça va se retrouver dans toutes les écoles. Mais après, il peut y avoir des choses en plus qui ne se retrouvent que dans certaines écoles. Par exemple, une spécialisation dans, je ne sais pas moi, par exemple, le management de l'industrie culturelle. Ça, il n'y a que certaines écoles qui vont le proposer. La sélectivité à l'entrée aussi, le nombre de places qui sont offertes par les écoles versus le nombre de candidats. Ce n'est pas parce qu'une école offre beaucoup de places qu'il faut forcément foncer. Une école qui n'est pas forcément très bien classée et qui va offrir, admettons, 100 places à ses candidats, s'il y en a 1000 qui postulent, ça veut dire qu'elle est très sélective et qu'elle préfère sélectionner les meilleurs étudiants plutôt que d'ouvrir à tous ceux qui vont postuler. Donc la sélectivité à l'entrée, c'est un bon indicateur aussi. L'ouverture à l'international, quels sont les échanges qui sont proposés, les partenaires professionnels. Généralement, les entreprises sont partenaires de certaines écoles, ça veut dire qu'elles embauchent en stage, en alternance ou même après le diplôme des étudiants de cette école-là. Donc, c'est un bon gage de qualité. Le prix, évidemment, de la scolarité et les facilités de paiement qui sont mises en place. Une école de commerce, ça coûte très, très cher. La ville dans laquelle les villes dans lesquelles les campus sont situés, la vie étudiante qui est proposée. Bref, tout ça forme un ensemble de facteurs qu'il faut regarder pour peser le pour et le contre en fonction des écoles qui vous sont proposées. Ici, dans cette vidéo, je ne vais vous parler que d'écoles de commerce généralistes. Alors attention, ça ne veut pas dire que votre diplôme sera généraliste, mais en tout cas, ce sont des écoles qui proposent les fondamentaux et qui n'ont pas un biais de spécialisation dès la première année d'études. Ça peut exister. Il y a des écoles qui sont spécialisées dès le départ dans la publicité, la finance, le management du sport, le luxe, etc. Là, je vous parle d'écoles où il est possible d'étudier ça, mais seulement vers la fin de la scolarité, puisqu'on va rester sur un programme généraliste à l'origine. C'est aussi les meilleures écoles de commerce post-bac en termes de classement. Je vous fais un tout petit topo sur les différentes voies d'accès et les différents niveaux d'école de commerce pour que vous compreniez bien le paysage. Donc là, dans cette vidéo, on va parler uniquement des écoles de commerce post-bac, mais je vous montre cette slide qui est assez importante pour comprendre à quel niveau ça se situe par rapport aux autres écoles. Donc, on a les écoles de commerce post-bac qui sont accessibles après la terminale et on a ce qu'on appelle les grandes écoles qui ne sont pas accessibles après le bac. Ça veut dire qu'il faut forcément avoir fait un premier cycle d'études avant d'intégrer ces écoles. Et c'est là où ça se complique et vous allez comprendre pourquoi. Parce que les grandes écoles, finalement, c'est quoi? C'est HEC, l'ESSEC, le SCP, le M Lyon, l'EDEC, Schema, etc. Kedge, des grandes écoles qui ne sont accessibles qu'après un premier cycle d'études. Mais ces grandes écoles-là, elles ont également des programmes qui peuvent s'intégrer après le bac. Mais on n'est pas sur le programme grande école. Exemple, l'EM Lyon a un programme grande école qu'il n'est pas possible d'intégrer après le bac.
mais elle a aussi un BBA, le BBA de l'EM Lyon, qui lui se passe à travers le concours Sésame, accessible après le bac. Ce n'est pas le même programme, pas la même reconnaissance académique, pas la même durée de scolarité. Donc c'est là qu'on va différencier les écoles qui sont presque finalement 2 écoles au sein d'une seule. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions par rapport à cette vidéo. Je serai ravie d'y répondre. Donc, pour les grandes écoles, vu qu'il faut avoir fait un premier cycle d'études, on a 2 solutions. Soit on fait la voie classique que vous connaissez à peu près tous, qui est la classe préparatoire aux grandes écoles où pendant 2 ans, on prépare un concours qu'on passe à l'issue des 2 ans pour intégrer la meilleure école possible. Soit on va faire des études quelles qu'elles soient, hein, donc ça peut être des études plutôt scientifiques, littéraires, économiques, sciences humaines, sciences sociales, peu importe, on s'en fiche, à travers un BUT, un BTS, une licence, un bachelor, tout ce qui va vous emmener à bac plus 2 ou 3 et qui va vous permettre de passer ce qu'on appelle les admissions parallèles, donc via un autre concours pendant votre 3e année d'études pour rejoindre le master en grande école au même titre que les classes préparatoires. Dans cette vidéo, je ne vais parler que des écoles de commerce qui ne sont pas celles-ci. Donc ça veut dire les écoles qui sont accessibles après l'année de terminale. Le concours se passe pendant l'année de terminale. On va pouvoir accéder à des bachelors en 3 ans, des BBA en 4 ans ou des masters PGE en 5 ans via les concours Accès et Sésame que l'on passe encore une fois au mois d'avril pendant l'année de terminale. Alors, si vous avez bien suivi et que j'ai été assez claire, vous allez me dire « Oui, mais alors si je prends un bachelor en 3 ans que j'intègre après le bac, techniquement, je peux ensuite passer les admissions parallèles pour rejoindre un programme grande école d'une meilleure école mieux classée. » Techniquement, oui, c'est vrai. Cependant, et c'est volontaire que j'ai mis la flèche en rouge et en pointillé, ce ne sont pas les profils qui sont privilégiés. À l'origine, les admissions parallèles sont faites pour s'ouvrir à des profils différents de ceux des classes préparatoires, différents des écoles de commerce, pour un peu diversifier les profils que l'on va retrouver au niveau master en école de commerce. Donc si vous venez déjà d'une école de commerce, elles sont quand même un peu concurrentes entre elles. Oui, techniquement, vous êtes éligible, vous avez le droit de déposer une candidature, vous ne serez pas un candidat privilégié. Donc ça peut passer, mais il va falloir vraiment encore plus réussir le concours parce que la partie dossier et filière de provenance ne sera pas un plus pour vous. Donc vous avez tout à fait le droit d'avoir ça comme stratégie, ce n'est pas la meilleure. Si vous décidez d'intégrer une école de commerce après le bac, c'est pas pour en faire une autre après. Enfin, dernière chose, les écoles de commerce, très souvent, ça se réfléchit dans le cadre, en tout cas dans l'orientation, dans le cadre d'un projet d'études qui doit se hiérarchiser. Je m'explique, je vous ai mis 3 exemples d'élèves qui vont avoir une stratégie un peu différente. Vous savez que sur Parcoursup, vous allez devoir remplir des vœux. Donc, je vous ai mis un premier élève, une première personne, qui lui, ça va être son souhait numéro 1 d'intégrer une école de commerce post-bac. Exemple, l'IESEG, la meilleure école de commerce post-bac. C'est son rêve absolu, c'est son plan A. En revanche, s'il n'a pas l'IESEG, il va avoir comme plan B de postuler dans un BUT GEA. GEA, c'est Gestion des entreprises et des administrations, ce qui se rapproche le plus d'une école de commerce, en se disant, comme ça, j'aurai un bac plus 3, je passerai les admissions parallèles pour retenter les concours dans 3 ans. Ou bien plan C, il n'est pas très à l'aise avec l'idée d'être à l'université, mais bon, il faut remplir les vœux. Donc, je mets une licence d'éco-gestion à l'université, idem dans l'optique de passer les admissions parallèles dans 3 ans. Deuxième cas de figure, nous avons quelqu'un qui décide plutôt de partir étudier à l'étranger, à Londres en l'occurrence, qui décide de soit aller à Warwick, à King's College, à la LSE, peu importe, des grandes universités britanniques qui sont assez attirantes pour, en tout cas, faire leur première partie d'études. Il n'empêche que ça reste très sélectif, très cher, demande beaucoup de logistique. Si jamais il n'est pas pris, il se dit, bon, bah, si je fais pas ça, je ferai une école de commerce post-bac en France, plan C, une licence d'économie à la Sorbonne. J'ai mis une licence différente pour vous montrer qu'il y a plusieurs licences qui existent dans le domaine économique, management, etc. Troisième cas de figure, je voudrais faire une classe préparatoire parce que moi, j'ai envie de passer par cette voie-là. J'ai envie d'être nourrie intellectuellement. J'ai envie de faire une classe préparatoire. Par contre, je vais mettre des classes préparatoires qui sont assez sélectives, donc je ne suis pas sûre de les avoir.
En plan B, je vais postuler à Dauphine, qui est un peu un établissement qui a un statut spécifique à mi-chemin entre l'école de commerce et l'université. Mais pareil, Dauphine très sélective. Donc en plan C, en filet de sécurité, je passe les concours accès et Sésame pour avoir une solution de secours et avoir une école si je n'ai pas mes plans A ou B. Donc tout ça, c'est à réfléchir, on peut y réfléchir ensemble, c'est aussi notre métier, donc n'hésitez pas à nous poser des questions à ce sujet. Voilà pour le paysage des écoles de commerce. C'est déjà assez compliqué de nager un petit peu là-dedans. Donc, j'espère que j'ai été claire entre les grandes écoles et les écoles de commerce post-bac, les programmes en 3, 4 ou 5 ans. Il faut déjà bien connaître ce b.a.-ba avant de parler des concours accès et Sésame. Avant toute chose, je vous rappelle qu'ici, on parle de concours et pas d'examen. C'est une différence qui est fondamentale et qu'il faut bien avoir en tête. Un examen, c'est par exemple le baccalauréat. Vous devez obtenir la moyenne. Si 100% des personnes qui passent le bac ont au moins 10 sur 20, alors tout le monde a le baccalauréat. Ce n'est pas le cas dans un concours, c'est un raisonnement complètement inverse. Il n'y a pas de minimum requis. En revanche, il y a un nombre de places limité par école. Donc ça veut dire que même si vous êtes très très bon, admettons que vous ayez tous 20, on va dire plutôt, admettons que vous ayez tous entre 19 et 20 au concours, qui dans l'absolu sont des notes exceptionnelles et très très bonnes, seuls ceux qui auront 20 sur 20 seront pris parce que ce seront les meilleurs. En fait, dans un concours, vous êtes classé, ce qui n'est pas le cas dans un examen. La conséquence de ça, c'est que il faut donner le meilleur de soi-même. Il n'y a pas de « il faut avoir combien pour avoir le concours ». Votre candidature, elle est étudiée au regard de celle des autres et de votre classement. Malheureusement, vous ne savez pas ce que valent les autres, donc il faut vraiment donner le meilleur de soi-même en espérant que ça passe. Je commence par le concours accès, qui est le concours le plus simple et le plus rapide à expliquer. Donc le concours accès, il n'y a que 3 écoles en son sein, qui sont des cursus en 5 ans. Donc vous avez l'IESEG qui est la mieux classée, qui a un campus à Lille et un campus à Paris. Ensuite, vous avez l'ESCA qui a un campus à Aix, un à Angers, celui qui est historique, à Bordeaux, à Lyon, à Paris et à Strasbourg. Et enfin l'ESDES qui se situe à Lyon. Ces 3 écoles, vous n'avez pas le choix via le concours accès. Ce sont des écoles en 5 ans, ce qui veut dire que une fois que vous y entrez, vous ne sortez pas avant d'avoir terminé vos 5 ans d'études pour obtenir un M2, un Master 2. Je vois d'ici les questions venir. Oui, il est vrai que l'IESEG et l'ESCA proposent également des bachelors, donc des programmes en 3 ans, mais qui ne sont pas dans la procédure du concours accès. C'est une procédure d'intégration séparée sur dossier. Depuis 1 an, le concours accès a mis en place un système des grands admissibles. Donc les grands admissibles, qu'est-ce que c'est? C'est que comme de toute façon le concours accès a accès, c'est le cas de le dire, à Parcoursup, ils vont pouvoir étudier votre dossier scolaire avant la date du concours. Sur la base de ce dossier, les meilleurs candidats analysés, en tout cas attrapés par le jury, seront décrétés grands admissibles et seront exemptés du concours des épreuves écrites et seront convoqués directement aux épreuves orales. Donc, quelles sont ces fameuses épreuves? Donc, dans le concours accès, vous avez une phase d'écrit qui se passe début avril, j'insiste, 100% en distanciel. C'est un concours qui se passe sur votre ordinateur à la maison avec des logiciels anti-triche, etc. Mais c'est à la maison et ça se passe début avril. Vous avez une première épreuve qui s'appelle raisonnement logique et mathématique. C'est 2 heures de QCM, de logique donc et de mathématiques. 3 heures de synthèse, qui est une épreuve de composition sur une synthèse de documents. Et enfin, une épreuve d'1 heure d'anglais, qui est un QCM. Vous passez ces 3 épreuves dans la même journée, les unes à la suite des autres, à la maison, début avril à distance. À la fin du mois, vous avez vos résultats d'admissibilité. Et si vous êtes admissible, vous serez convoqué à l'oral pour passer un entretien de personnalité et un oral d'anglais dans chacune des écoles qui vous a décrété admissible et qui vous intéressent. Ça va dans les 2 sens, évidemment. Ce n'est pas parce que vous êtes admissible quelque part que vous êtes obligé d'y aller. C'est vous qui choisissez.
Je vous montre à quoi ressemble une épreuve de RLM, donc de raisonnement logique et mathématique pour le concours accès. On est vraiment sur un programme de spécialité maths du lycée. Donc non, la spécialité maths n'est pas obligatoire, mais ça porte sur le programme de spé maths. Donc c'est encore une fois, il y a des candidats qui ne, sur le programme de spécialité maths de la terminale, en tout cas du début, mais surtout sur le programme de première. Donc si vous n'avez pas fait de maths depuis la première, c'est vrai que ça va être peut-être un petit peu compliqué pour vous. Il suffit juste de se mettre dans le bain et d'essayer de faire des exercices. C'est quand même un assez gros coefficient et c'est une épreuve qui est considérée comme difficile même par les professeurs, vu le niveau de mathématiques qui est demandé. Donc, c'est bien de faire des maths, c'est pas grave si vous n'en faites pas, mais dans ces cas-là, il va vraiment falloir se préparer. C'est pour ça qu'il y a des instituts comme le nôtre, comme celui des cours du Parnasse, qui proposent des préparations pour se confronter pendant des stages intensifs à ces épreuves qui peuvent être difficiles pour certains. Je vous montre les coefficients. Donc, raisonnement logique et mathématique, c'est très fort pour l'IESEG et pour l'ESCA, un peu moins pour les SDES. Pour l'épreuve de synthèse, très fort pour l'IESEG et les SDES, un peu moins pour l'ESCA. L'épreuve d'anglais, assez faible pour l'IESEG et pour l'ESCA, mais très fort à l'ESDES. Donc, vous voyez, ça se compense un petit peu. Quoi qu'il en soit, quand on passe sur les épreuves orales, l'entretien individuel, en général, est 2 fois plus important que l'oral d'anglais qui a un tout petit coefficient. Et en termes de nombre de places, alors là, on parle des chiffres 2024. Peut-être qu'ils évolueront au fur et à mesure des années, mais on a 1100 places à l'IESEG, 1050 à l'ESCA et 220 à l'ESDES. Pour combien de candidats? Eh bien, je vous le dis dans cette slide juste là. Ce qui s'est passé cette année, les écrits, c'était jeudi 11 avril 2024. Les oraux entre fin avril et début mai, sur la date de votre choix, en fonction de si une école vous a déclaré admissible ou pas. L'inscription se fait sur Parcoursup, c'est-à-dire que le concours accès représente un vœu. Les frais d'inscription sont de 190 € et il y avait 6 800 candidats pour un nombre de places cumulées pour les 3 écoles de 2370. La sélectivité est donc de 35% sur l'ensemble du concours accès, mais si on analyse école par école, étant donné qu'il y a 1100 places à l'IESEG, par exemple, 6 800 candidats, on est plutôt sur 15% de sélectivité. Donc c'est une école où il est un peu plus difficile que les autres d'y entrer. Voilà pour le concours accès. Sans transition, je passe sur le concours Sésame qu'on peut considérer un peu comme la petite sœur du concours accès. Donc là, on a beaucoup plus d'écoles. Donc c'est un concours qui est beaucoup plus rentable, entre guillemets, puisque vous le passez une fois pour beaucoup plus d'écoles. Vous avez 16 écoles, 19 programmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des écoles qui proposent plusieurs programmes. Vous allez voir quand je vais vous les énoncer. Donc sur cette slide, je vous ai mis tous les programmes à Bac+4 qui existent. Donc vous avez le BBA de Schema, celui d'Excelia, celui de l'ESSEC, celui de l'EM Lyon et celui de Neoma, celui de Kedge et celui de South Champagne. Donc des noms de grandes écoles qu'il est possible de rejoindre après une classe préparatoire ou les admissions parallèles, mais qui là offrent un programme post-bac qui n'est pas le même, donc un peu moins reconnu académiquement, néanmoins très intéressant, accessible après l'année de terminale. On a aussi Grenoble École de Management qui propose un BBA et le programme Sésame de Neoma qui existe depuis de très nombreuses années. Donc tout ceci, ce sont des programmes en 4 ans qui vont vous mener donc à un Bac+4. Il existe aussi beaucoup de programmes à Bac+5, donc pareil que les programmes qui sont proposés dans le concours accès avec l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES, sauf qu'ici on est sur des écoles peut-être un petit peu moins bien classées, néanmoins très intéressantes aussi. On reste quand même dans le top 20 à 30 des écoles de commerce post-bac en France. Donc on a le BP international de Kedge, le BS Paris, le DC Paris, le MLV qui est à Paris aussi, le M Normandie qui est à Paris aussi, le SCE à Paris également, l'IPAG à Paris, le SCE a un campus à Lyon aussi il me semble, l'IPAG, PSB, le programme Théma de Neoma et l'ICD Business School, donc beaucoup d'écoles parisiennes en grande majorité, mais qui proposent un programme en 5 ans. Donc, vous allez faire vos 5 années d'études au sein de la même école, tapis rouge vers le Master 2, sans avoir besoin de passer de concours entre les différentes années.
Le concours, à quoi est-ce qu'il ressemble? Il a été refondé en 2023 complètement. Donc, on va être sur une partie d'épreuve écrite qui est séquencée en 3 parties que je vais vous détailler sur la slide juste après. Et comme pour le concours accès, une épreuve orale. Si vous êtes déclaré admissible par le concours, vous serez convoqué pour aller passer les oraux dans les écoles qui vous ont déclaré admissible pour un entretien de personnalité et un oral d'anglais. Pour les épreuves écrites, on a une première séquence qui s'appelle comprendre. Alors pareil, je précise, excusez-moi, ce concours se passe aussi intégralement à distance à la maison sur votre ordinateur. En général, c'est 3 jours avant ou 3 jours après le concours accès. C'est volontaire, ils se coordonnent pour ne pas le faire le même jour, mais en tout cas, pas très loin l'un de l'autre. Donc, pour les écrits, on a une première séquence qui s'appelle « Comprendre » qui va durer au total 1h30 et qui se décompose en 3 sous-épreuves. Une épreuve qui s'appelle « Enjeux contemporains » où vous allez avoir 40 questions d'actualité sur l'actualité de la dernière année, les enjeux sociétaux internationaux, etc., etc. Donc, il faut avoir suivi l'actualité. C'est un petit peu de la culture générale actuelle. Ensuite, on va avoir des mathématiques. Vous allez avoir 20 exercices qui sont vraiment des problèmes simples. C'est du niveau lycée sans l'aspect maths. Ça va durer 40 minutes. Et enfin, compétences digitales qui correspond à ce que vous faites au lycée avec le programme PIX, 20 questions sur l'utilisation des outils numériques, les bonnes pratiques, etc., etc. Ça, vous connaissez. En règle générale, c'est vraiment l'épreuve la plus simple du concours Sésame. Je précise qu'il n'y a pas de points négatifs dans ces QCM du concours Sésame. Donc, beaucoup plus facile que le concours accès. Deuxième séquence qui dure également 1h30 pour le concours Sésame, qui s'appelle communiquer. Vous allez avoir 40 questions de français. Donc là, c'est vraiment sur votre niveau d'expression française, la grammaire, conjugaison, vocabulaire, compréhension, etc. Pareil en anglais, 40 questions, grammaire, conjugaison, etc. Et ensuite, votre LVB, 40 questions également. Il y a beaucoup de langues qui sont proposées, allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais ou russe. Encore une fois, pas de points négatifs sur ces épreuves-là. Et enfin, dernière séquence qui s'appelle, non pas communiquer, mais analyser. C'est une analyse documentaire où vous allez avoir 20 questions qui portent sur un ensemble de documents qu'on vous aura donnés au préalable. Ça dure 2 heures. C'est un peu long. Vous allez avoir des questions de repérage où on va vous poser des questions concrètement sur les textes pour être sûr que vous les avez bien lus et bien compris. Ensuite, vous allez avoir des questions d'analyse où à une question, on va vous proposer plusieurs propositions de réponses et il va falloir les retrouver dans le texte. Et enfin, des questions de synthèse où on va vous demander de, par exemple, donner un titre au corpus de documents ou bien à vous positionner sur le point de vue de l'auteur. On est vraiment sur de la synthèse et de la compréhension fine des documents qu'on va vous donner. Encore une fois, pas de panique, pas de points négatifs pour ces épreuves-là. Quelques chiffres, en tout cas les chiffres 2023. Les écrits sur l'année 2023-2024, les écrits ont eu lieu le 15 avril 2024, soit 4 jours après le concours accès. Les oraux, c'était pareil entre fin avril et mi-mai. L'inscription est sur Parcoursup. Le concours Sésame représente un vœu et les frais d'inscription sont de 290 € pour avoir le droit de participer au concours Sésame. En termes de stats, on est sur un peu plus de 10 000 candidats pour un nombre cumulé de places de un peu plus de 5 000. Mathématiquement, vous avez une chance sur 2 d'être pris dans une des écoles du concours Sésame. Mais évidemment, tout le monde veut les mêmes, c'est-à-dire les mieux classés du concours Sésame. Donc, comme dans tout concours, il faut donner le meilleur de soi-même. L'enjeu du concours Sésame, c'est pas tant de le réussir parce que les épreuves sont pas très compliquées et en plus, il n'y a pas de points négatifs, donc on ne peut pas vraiment se planter. L'enjeu, c'est plutôt d'être très bien classé pour avoir le choix parmi toutes les écoles qui sont proposées. J'espère que j'ai été assez claire sur ces concours, accès et Sésame. Il existe aussi des concours en propre
Pour certaines écoles, je pense comme ça au bachelor de l'ESCP ou au BBA de l'EDEC qui ont des concours qui sont propres à leur école et qui décident de faire leurs recettes de leur côté. Ici, je ne vous ai parlé que des concours les plus connus et qui permettent de postuler au maximum d'écoles, mais il existe évidemment d'autres concours. Donc pour la préparation, je me permets juste de vous donner quelques petits conseils. Il est indispensable de bien toujours prioriser la terminale. C'est vraiment votre passeport pour le supérieur. Vous ne pouvez pas faire l'impasse sur votre année de terminale. Deuxièmement, il faut bien connaître le calendrier des concours pour pouvoir anticiper votre préparation, vos entraînements et ne pas louper les deadlines. Il faut s'entraîner en conditions réelles au maximum. La bonne nouvelle, c'est comme ce sont des concours qui sont 100% digitalisés à faire à la maison, c'est assez facile de reproduire l'exercice depuis chez soi. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait au sein des cours du Parnasse. On propose des concours blancs à distance qui sont calqués sur les épreuves des vrais concours et qu'on vous envoie. Et on vous permet, et c'est mon point numéro 4, de vous comparer aux autres élèves, puisque comme vous êtes des élèves des cours du Parnasse, on peut vous classer et vous donner une première vue sur comment est-ce que vous vous situez par rapport à vos camarades qui ont fait le même concours blanc que vous. C'est en ça que c'est intéressant, au-delà de préparer les épreuves, de pouvoir se comparer aux autres, de faire partie d'une prépa comme les cours du Parnasse. Et enfin, dernier conseil, il faut absolument suivre l'actualité, que ce soit pour les épreuves de synthèse du concours accès, d'analyse documentaire du concours Sésame ou bien pour les entretiens de personnalité qui vont se dérouler pendant les épreuves orales. Il faut suivre l'actu. Et de toute façon, c'est toujours bon pour votre nourriture intellectuelle. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes un institut de préparation. Tous nos stages et nos préparations en distanciel sont détaillés sur notre site lescoursduparnasse.com. Si vous êtes en région parisienne, n'hésitez pas à passer une tête au 11 rue Michelet. Nous sommes situés à côté du jardin du Luxembourg. Et sinon, si vous préférez nous parler via les réseaux sociaux, n'hésitez pas via Messenger, Instagram, YouTube, LinkedIn ou TikTok. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Il est possible de prendre des rendez-vous individuels avec un membre de l'équipe pour qu'on puisse discuter de votre profil, de votre stratégie de candidature pour l'année prochaine. J'espère avoir été claire. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour ça. C'est notre métier. Et je vous dis peut-être à très bientôt au cours du Parnasse.